Habituellement, lorsque nous regardons des photos d'astronautes dans l'espace, nous pouvons voir qu'ils sont attachés de quelque manière à leur vaisseau spatial. Mais il y a eu un astronaute courageux qui a fait un grand pas dans l'inconnu, sans aucun câble de sécurité pour le relier à sa navette. Cet homme courageux s'appelait Bruce McCandless, et il a fait cette prouesse en 1984. Comment est-il revenu, vous demandez-vous? Il a réalisé ce tour de force à l'aide d'un réacteur dorsal à l'azote, une unité à manœuvre manuelle de la NASA. Il a d'abord effectué des manœuvres d'essai dans la soute de Challenger. Ce n'est qu'après s'être assuré que tout fonctionnait bien que McCandless a décidé de se lancer et d'aller se balader à une centaine de mètres de la navette. Des statistiques un peu tristes. Sur les 430 personnes qui ont fait le saut dans l'espace, 18 ont malheureusement perdu la vie, ce qui nous donne un taux de mortalité d'un peu plus de 4%. Au vu de ces chiffres, on peut affirmer que les navettes spatiales sont des moyens de transport très peu sûrs, c'est évident. Mais clarifions un peu les choses. Si nous calculons mieux ces chiffres, nous pouvons obtenir un pourcentage plus faible. Comment? Eh bien, 4% est un peu trompeur, parce qu'avec ce calcul, nous prenons en compte tous les vols spatiaux. Or, certaines personnes ont effectué plusieurs vols, ce qui réduit la probabilité. Avec plus de 600 sièges occupés lors de 113 vols, le véritable taux de mortalité des missions est en fait plus proche de 2%. Testons maintenant votre culture générale, voulez-vous? Quel a été le premier être vivant envoyé dans l'espace? Vous avez répondu un singe? Vous vous trompez. Pour ceux qui ont répondu un chien, désolé, ce n'est pas correct non plus. Le 9 juillet 1946, des drosophiles ont été les premiers êtres vivants à se rendre dans l'espace lors d'un vol suborbital à bord d'une fusée V2. Le 20 février 1947, ces petites bêtes sont revenues saines et sauves de leur voyage, ouvrant ainsi la voie à l'exploration humaine de l'espace. Avant d'envoyer des mammifères en mission, comme le singe Rhesus Albert II en 1959, ou les célèbres chiens de l'espace, les scientifiques ont passé beaucoup de temps à étudier les mouches à fruits pour voir comment elles réagissaient aux radiations et aux conditions de voyage. Les chercheurs avaient commencé à utiliser des drosophiles pour leurs expériences dès les années 10. Vous savez pourquoi? Parce que les humains partagent un grand nombre de gènes avec ces petites bestioles. Imaginez que vous entendiez une musique effrayante lorsque vous êtes plongé dans l'obscurité et qu'il n'y a personne pour vous aider. Imaginez maintenant à quel point les astronautes qui ont entendu cette musique inquiétante dans leur navette ont pu être bouleversés. Quelques mois avant leur atterrissage sur la Lune, les astronautes de la mission Apollo 10 étaient en orbite autour de notre satellite, en train de tester leur équipement lorsqu'ils ont entendu d'étranges bruits. Eugene Cernan, en plaisantant, a remarqué que ces bruits étaient sinistres et qu'ils ressemblaient à une musique bizarre. À ce moment-là, les astronautes n'avaient pas de contact avec le centre de contrôle. Ils se trouvaient près de la face cachée de la Lune. Ces bruits ressemblaient à la bande sonore d'un film de science-fiction. Mais la NASA a décidé de ne pas en faire grand cas, voulant protéger la santé mentale des astronautes. Malgré des années de spéculation, les théories allant de l'interférence radio à l'activité de particules chargées, la source des bruits reste inconnue. Cernan a remarqué plus tard que personne à bord n'avait pris ces bruits au sérieux et qu'il ne les avait pas signalés après la mission. Il y a de fortes chances que nous ayons déjà reçu des messages de nouveaux amis venus d'autres galaxies, mais que nous n'ayons pas réussi à les comprendre. En août 1997, des astronomes utilisant le radiotélescope Big Ear de l'Université de l'Ohio ont capté un étrange signal radio à bande étroite, provenant de la constellation du Sagittaire, qui a duré 72 secondes. Ce signal bourdonnait à une fréquence de 1420 MHz, ce qui est significatif car cela correspond aux émissions naturelles de l'hydrogène. Cette fréquence avait été signalée par les scientifiques près de 20 ans plus tôt comme un choix probable pour les civilisations extraterrestres qui tenteraient de nous contacter. Ils l'ont appelé le signal WOW. Après que l'un des astronomes se soit ainsi exclamé par écrit sur son relevé, nous n'avons plus jamais entendu ce signal, et personne n'a été en mesure d'expliquer son origine de manière satisfaisante. Après avoir passé environ un mois dans l'espace, les astronautes commencent à perdre beaucoup de peau sous les pieds, en particulier les callosités coriaces qu'ils ont accumulées au fil du temps.
Un astronaute a même appelé le centre de contrôle de la mission, un peu paniqué, lorsqu'il a remarqué qu'un morceau de son talon se détachait littéralement. Mais pas d'inquiétude. Au fur et à mesure que les vieilles callosités disparaissent, il en apparaît assez vite de nouvelles sur le dessus des pieds. Cela permet aux astronautes de bien s'accrocher aux appuis, un peu comme des trapézistes de l'espace. Voir du sang dans ses urines est effrayant. En apesanteur, le sang ne descend pas dans le bas du corps de la même manière que sur Terre. Cela peut conduire à des situations un peu effrayantes dans les navettes. Les pulsions naturelles sont universelles, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles les astronautes ne peuvent pas utiliser les toilettes traditionnelles dans l'espace. Tout d'abord, l'eau est une ressource extrêmement précieuse à bord d'un véhicule spatial. Deuxièmement, il n'y a pas d'écoulement gravitationnel de l'eau dans l'espace. L'eau potable à bord d'une station spatiale est contenue dans des poches et on se désaltère différemment que sur Terre. En apesanteur, un dispositif spécial, avec aspiration et sac jetable, est utilisé pour la collecte des déchets, le stockage étant évacué tous les 10 jours. En outre, les navettes sont équipées de systèmes complexes conçus pour recycler et filtrer les déchets liquides et les convertir en eau utilisable pour les besoins quotidiens des astronautes. Comme si tout cela n'était pas suffisant, le fait de passer une période prolongée à flotter dans l'espace pose un autre problème. Le corps peut perdre ses bourses séreuses, ces petits coussins que l'on trouve entre les articulations de la hanche. Si cela ne pose pas de problème immédiat dans un environnement sans gravité, le retour sur Terre peut transformer le simple fait de s'asseoir, que ce soit sur une chaise ou sur des toilettes, en une véritable torture. Les mouvements de fluide qui contribuent aux problèmes sanguins ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent également faire des ravages dans les sinus des astronautes, créant une sensation constante de congestion. C'est comme si l'on vivait en permanence dans une pièce étouffante, sans pouvoir se soulager. Ainsi, il y a de nombreux défis à relever lors d'un voyage spatial de longue durée, une expérience aussi difficile qu'excitante. Un autre défi auquel les astronautes sont confrontés est la perte de vision, également connue sous le nom de syndrome oculaire, ce qui semble tout à fait scientifique. Bien que la cause exacte reste un peu mystérieuse, on pense que la pression supplémentaire exercée sur le cerveau peut endommager la rétine et le nerf optique. Et voici un fait amusant. Cette maladie touche surtout les hommes. Par ailleurs, vous pourriez penser que fermer les yeux dans l'espace équivaut à se plonger dans le noir, mais ce n'est pas le cas. En raison des niveaux élevés de rayonnement, les astronautes voient encore de vives lumières traverser certaines parties de leurs orbites. C'est un phénomène assez étrange qui les tient sur le qui-vive, même les yeux fermés. Passons à la vitesse supérieure et parlons de la santé des os dans l'espace. Il s'avère que l'apesanteur peut vraiment faire des ravages sur le squelette des astronautes. Ils peuvent perdre jusqu'à 2% de leur masse osseuse chaque mois, ce qui est assez incroyable. Mais la bonne nouvelle, les chercheurs ont mis au point de nouveaux exercices qui les aident à lutter contre la perte de masse osseuse. Ainsi, même si les voyages dans l'espace ne sont pas sans poser de problèmes, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour que nos astronautes restent en pleine forme pendant qu'ils explorent l'univers. L'effondrement terminal est une théorie intéressante sur la façon dont l'univers pourrait prendre fin. Il s'agit en fait de l'inverse du Big Bang. Imaginez que l'univers s'étende pendant des siècles et des siècles, puis qu'il freine et commence à s'effondrer sur lui-même, peut-être même en formant un énorme trou noir. Les scientifiques étudient cette question en se penchant sur la densité de l'univers. S'il est trop dense, un tel effondrement pourrait réellement se produire. Au début, on pensait que la gravité finirait par prendre le dessus et arrêterait l'expansion due au Big Bang. Mais nous avons ensuite découvert cette chose mystérieuse appelée énergie noire, qui accélère en réalité cette expansion. De ce fait, il semble que l'effondrement terminal soit peu probable. À l'heure actuelle, toutes les données indiquent que l'énergie noire est là pour rester, et que l'univers va donc continuer à s'étendre indéfiniment.